Alors, la session d'aujourd'hui, du coup, elle tourne autour de l'analyse des données et de la croissance des entreprises. On va un peu voir les deux sujets séparés, quel est l'impact de l'un sur l'autre, du business context, on va aborder plusieurs sujets. Vous pouvez vous unmuter, vous pouvez poser vos questions à tout moment. Ça sera une session ouverte avec Yasmina, c'est une experte. On va faire une introduction un peu plus détaillée tout à l'heure, mais voilà, n'hésitez pas, faites comme chez vous, même si vous l'êtes. Voilà. Un petit agenda rapidement. Donc, on a une petite session de bienvenue, une discussion et des questions. Et on finira dans à peu près 50 minutes, 1 heure. Donc, qui sommes-nous? Qui est le groupe Data Plus Women? Donc, Data Plus Women, c'est une communauté pour les femmes, qui représente les femmes qui travaillent dans, avec et autour des données. Ça a pour but de promouvoir et célébrer leurs réalisations et succès et de leur donner aussi l'opportunité de partager leurs connaissances et expériences, quel que soit leur milieu. Donc, d'où Yasmina aujourd'hui qui sera là pour nous partager tout cela. Le groupe Data Plus Women France se compose de quelques personnes, dont Sarah, Marie, moi-même, une autre Marie, Katrina, qui, je crois, est parmi les participantes aujourd'hui, et une deuxième Sarah. Donc, on revient au sujet, notre sujet principal aujourd'hui, l'analyse des données et la croissance des entreprises. Et pour cela, Yasmina nous a fait l'immense honneur de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, merci Yasmina d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté de venir nous éclairer sur l'impact de l'analyse des données dans la croissance des entreprises. Avant d'aborder tout autre sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, te présenter ta carrière, ta passion du business growth et du marketing? Alors, si tout va être recordé, donc oui, j'appelle mon avocat d'abord, hein, parce que j'ai pas envie de me faire après arrêter sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est un plaisir. Merci Selma de m'avoir invitée et de pouvoir partager autant de connaissances et en tout cas de l'expérience. Je m'appelle Yasmina, je suis algérienne. J'ai travaillé et étudié en Algérie pendant plusieurs années avant de prendre un poste en Angleterre. Donc, j'ai fait pratiquement, cette année, ça va me faire 20 ans de carrière dans le corporate, dans le corporate world comme on l'appelle, et j'ai fait un peu, comme dirait l'expression française, j'ai un peu bourlingué sur différentes industries. Donc, j'ai touché un peu à tout. Donc, j'ai fait des médias avec des journaux du Moyen-Orient. J'ai fait de l'automobile dans la franchise avec Renault-Nissan Joint Venture. J'ai fait du e-learning avec Cross Knowledge qui a été ensuite racheté par Wiley's qui est une boîte française. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oh mon Dieu, j'ai fait du start-up et sur le open source avec plusieurs boîtes dans la cybersécurité, dans le VR, dans le software development et je fais aussi également de la consultation sur l'industrie du fast-food, enfin du FMCG, comme ils l'appellent très bien. Donc, ma passion, c'est un peu la data, mais aussi l'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu moi en quelques minutes. Et c'est un peu ce que j'ai fait pendant ces années. Donc, la data est quelque chose de très, très important pour moi. Et j'expliquerai un peu plus pour le pourquoi, du comment et pourquoi on en est arrivé là. Mais je vous invite également à pouvoir, ce que je disais à Selma en général, quand je participe à des conférences ou des Zooms, etc., j'essaie de ne pas trop conférencer les gens parce que moi-même, j'aime pas parler trop longtemps ou écouter quelqu'un longtemps, trop longtemps, après ça me saoule. Mais j'aime bien quand les gens participent et qu'on puisse passer des questions parce que je pense que c'est à travers les questions que les gens apprennent, mais aussi qu'on puisse échanger et contribuer. Donc, c'est un peu le format que je voudrais aussi qu'on puisse donner à cette session. Donc, over to you, Selma. Merci. Ouais, donc on va pouvoir parler un peu plus en détail du coup, de comment t'es venue cette passion autour de la data. Donc, du coup, on pourra passer directement au sujet. Je t'ai préparé quelques questions initiales, Yasmina, pour pouvoir commencer la discussion.
Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vraiment comme vous voulez. J'arrête juste de partager mon écran. Voilà. Une première question qui me vient en tête, qu'est-ce que le business context? On en entend souvent parler. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'insight là-dessus? Rephrase it dans le sens où business context en général ou la data dans le business context? Alors, vu qu'on est dans un contexte un peu qui tourne autour de la data, je dirais la data dans le business context. Bien sûr. Bah, écoute, comme je disais tout à l'heure, moi, à la base, j'ai un degree, voilà, j'ai une licence en journalisme et médias, donc ça n'a rien à voir avec le marketing et le business, d'accord? Donc j'arrive dans le secteur du marketing et je commence à auto-apprendre. Donc j'ai été vraiment autodidacte parce que j'ai pas de master en marketing. J'ai bien fait un MBA bien après. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est que le marketing, en tout cas, de manière générale, est basé sur de l'information. Cette information, elle est donnée grâce aux ventes, donc principalement un PNL, donc vos pertes et votre loss du point de vue financier, et les ventes, les risques, etc. Donc il n'y a pas tant d'informations que ça, ou en tout cas il y en a assez, mais qui est, je dirais pas mal maîtrisé, mais qui ne bloque pas très bien dans un contexte général. Et c'est pour ça que quand on me parle, par exemple, donc pour revenir à ta question de la data dans le contexte du business, il y a beaucoup de dashboards aujourd'hui. Et même il y a 20 ans, il y avait plein de Excel. Il n'y avait pas de plateforme, mais il y avait des Excel. Et donc là, tu as des Excel pour tout et pour rien. Par contre, pour extraire cette information, pour pouvoir bien l'analyser ou en tout cas lui donner un sens avec les autres Excel qui se baladent, c'était un truc très très difficile parce que moi je me rappelle quand les finances avaient un Excel, les sales, les départements des ventes avaient un Excel, les procurement et les supply chain ils en avaient. Aucune ne communiquait avec aucune. Il n'y avait pas le CRM, etc., qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour moi, la data, c'est quelque chose qui est très importante. Donc, the raw data, donc la data pure, etc., qu'on connaît tous dans les dashboards, est très importante, certes, mais il faut la contextualiser, il faut lui donner un sens. Et dans ce sens-là, dans quel contexte de l'industrie que vous êtes, dans le size de la compagnie que vous êtes, vous allez extraire cette information, mais aussi comprendre comme dirais-je, the pattern, la façon dont cette data va vous parler. Parce que il faut qu'elle transmette un message, il faut qu'elle soit traduite dans un langage business. Parce que si elle est gardée chiffre, c'est un chiffre, c'est comme les maths, ça ne veut pas dire grand-chose. Effectivement. Du coup, si on est amené à comparer la data à la business intelligence, comment, est-ce que ce sont deux choses qui peuvent être comparées? Est-ce que ce sont deux choses qui se complètent? Quelle est ta perspective là-dessus? Bah, écoute, moi j'entends souvent les trendy mots de, tu sais, data analysis et business intelligence. Mais en fait, quand on vient la chercher vraiment, tu vois, genre, parce que j'adore quand les gens font le buzz avec les mots, c'est comme les influenceurs et tout, puis t'arrives et tu dis, bon d'accord, vas-y, explique-moi. Et en fait, c'est un peu pratiquement, c'est complémentaire. Pourquoi? Parce que la data, c'est l'information, c'est vos dashboards. Donc, par exemple, on travaille sur un CRM ou on travaille sur Google Analytics avec les réseaux sociaux et on extrait de l'information. Donc, c'est la raw data que vous avez aujourd'hui. Contextualiser, donc prendre des facteurs, par exemple, de saisonnalité, prendre des facteurs économiques, donc faire rentrer des facteurs de market spécifiques. Et là, de l'industrie, bien entendu, la pandémie prouve qu'on a besoin d'un contingency plan. Et cette data va vous donner un contexte. Et donc, c'est ça votre business intelligence. Parce que s'il n'y a pas de data, il n'y a pas de business intelligence. La business intelligence, c'est pas on se met tous dans une pièce, dans un meeting, et on parle pendant des heures sur des idées. Ouais. On est d'accord. Ça, c'est plutôt les agences créatives qui viennent, qui te disent « Ah, ça serait super qu'on fasse ça ». Ouais, d'accord, ok. Bon, après, ils commencent à aller dans leur délire créatif pour nous créer des campagnes magnifiques. Mais les gars derrière du produit, ils sont obligés d'avoir de la data. Cette data, elle veut dire quoi quand elle est analysée et qu'elle est mise dans un contexte?
Est-ce que, par exemple, je vous donne un exemple sur lequel, par exemple, on avait travaillé il y a quelques années sur les voitures. La couleur des voitures, les options des voitures, tout ça, c'est pensé. Et c'est pas pensé parce qu'on a envie, c'est pensé par rapport, par exemple, à des bases de données qu'on a, des surveys qu'on a fait et on a dit 90% des femmes, par exemple, qui conduisent préféraient, par exemple, avoir un contrôle automatique ou qu'elles préféraient, par exemple, que un truc bête, hein, quand on met nos talons et quand on commence à passer la première, l'espace, on a besoin d'un peu plus d'espace qu'un truc qui est flat pour les hommes quand ils conduisent. C'est vraiment bête, mais c'est très important. C'est ça où la data, on la met dans le contexte de son client, de son industrie. Et là, elle vous parle. Et là, quand vous arrivez, quand en tant que femme, on arrive et on dit, je vais acheter ma propre voiture, et que le commercial vous dise, bah, t'es pas obligé de changer tes talons pour des chaussures plates, ou etc., ou quelque chose où tu as un espace un peu plus grand parce que tu es obligé de mettre ton sac, parce que le sac, le cartable de monsieur est un peu plus petit, etc. Tu as ton ordi, tu as toutes tes affaires, tu les fous dans un truc de côté, dans une... Ça ce qu'on fait. C'est ce que la data, qui est analysée dans un contexte de business, devient dans tout ce contexte-là, pour propulser un produit, pour vous mettre en place un produit qui plaît et qui répond à une certaine demande, ou même des fois qui ne répond même pas à une demande, qui anticipe cette demande. C'est un très bon exemple. J'ai envie de dire, ça met beaucoup de contexte à la théorie. On touche à un exemple bien concret. Mais du coup, une autre question que je me pose aussi, c'est, OK, on va mettre du contexte à ces données-là, on va créer des tableaux de bord, etc. Mais du coup, comment on peut former les gens à prendre des décisions là-dessus, à utiliser les données pour prendre une décision, à devenir ce qu'on appelle aujourd'hui un des autres mots qui sont tendance maintenant, devenir data-driven. Oh, alors ça, excusez-moi tout le monde, mais this is the biggest bullshit qu'on entend tous les jours. Hein. Je vous le dis, ça fait 20 ans que j'y travaille. Data driven, data driven. Après, le CEO, il vient, il dit, ah, mais je préfère faire ça. Ouais, mais la data, elle te dit autre chose. Non, mais je préfère faire ça. Et, on te dit que c'est comme ça, mais non, parce que je pense. Oui, bah alors, on a encore cette human driven aujourd'hui. On n'a pas ce data driven. La data driven, c'est quand vraiment on fait confiance à la machine, parce que nous, on part par les émotions. On a toujours le PDG, le VP de marketing ou du commercial. On a toujours quelqu'un senior qui vient, tu fais un rapport de 3 jours pendant toutes les nuits où tu travailles et tu lui présentes et il te dit, mais je pense, oui, mais on arrête de penser, tu m'as demandé de faire le boulot et c'est la machine qui dit, c'est pas moi. Et la machine, c'est qui? Ce sont tous les dashboards, des CRM, de tout ce qu'on a, si vous voulez, en parenthèse, qui nous parle. Mais tellement qu'on ne fait pas encore confiance à la machine, qu'on n'a pas cette façon de combiner, si tu veux, nos émotions avec la logique, qu'aujourd'hui, je dis que la data, elle ne drive pas vraiment. Et je vais te donner un exemple qui est très, très simple. Si on pense vraiment que la data est en train de driver, regardez vos comptes Amazon. On a tous un compte Amazon, on est d'accord? Ouais. On commente tous un peu partout, de Amazon, du cadeau jusqu'à la nourriture du chat, à la belle-mère, aux gosses, enfin bref. Je vous fais pas un tableau, mais je pense que tout le monde l'utilise. Si vous regardez vraiment si cette data, elle is driving Amazon, comme on le dit, vous allez voir que Amazon aurait un potentiel un peu plus grand dans votre panier. Elle vous redemanderait pas de recommander les mêmes choses, mais elle ferait une corrélation avec des choses qui n'ont rien à voir, mais qui pensent que la machine a été bien produite. On est d'accord. Donc moi, par exemple, je suis dans ma quarantaine, je n'ai pas 20 ans, je commande certaines choses spécifiques. Je commande pour mes enfants, je commande pour moi, je commande pour mon mari. Ce qui veut dire que la data et la machine, si elles étaient driven vraiment dans ce sens-là, c'est qu'elle va être programmée pour que aux alentours des anniversaires, donc parce que c'est quelque chose de récurrent, on fête ses anniversaires tous les ans. J'achète à mon mari pour la fête des pères tous les ans, pour ma mère tous les ans. Donc c'est pas des trucs qui vont changer. Elle ne me l'offre pas à chaque fois. Elle n'a pas cette anticipation. Pourquoi? Parce que les gars de derrière qui sont Amazon, ils ne pensent pas comme ça. Enfin, je ne vais pas dire qu'ils ne pensent pas, ils pensent. J'ai des amis qui bossent là-bas et on a ce type de conversation. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans le business unit qui est un peu plus haut qui te dit « Ah ben non, mais peut-être qu'on n'est pas encore là. » Et c'est là où je dis qu'à un certain moment, il faudrait qu'on fasse de leap. Il faudrait qu'on prenne ce leap et qu'on se dise « Laissez les machines des fois marcher. Laissez cette data nous mettre en place des choses des patterns que nous, on ne voit pas,
mais que la data peut le voir parce que ces machines-là, elles peuvent analyser des données que nous, on ne peut pas analyser dans une fraction de seconde. Et elles peuvent nous donner des choses que nous, on ne peut pas voir. Combiné avec ça devient une emotional intelligence que nous, on a, la machine à la logique. Et là, on dit qu'on peut faire des choses qui sont intéressantes. I hope that, comme ça un peu répond à ta question. Du coup, en parlant d'emotional intelligence, est-ce que tu crois que la AI, donc la machine, peut développer cette emotional intelligence à un moment donné? Est-ce que la machine peut avoir un cœur? Ben non, c'est sûr. Je veux dire, Non, après, pas avoir un cœur, clairement pas. non, je l'épouserai, hein. Je te jure, je l'épouserai. Tu la Ah ouais, je la customiserais customiserai en à fonction de ce fond que parce tu que veux. je pense que toutes les femmes, si elles sont ici, elles comprendront le lack of romantism de certaines. Je pense que la machine, elle nous comprendrait. Non, mais dans le sens où le fait que, par exemple, le supérieur qui préfère prendre une décision en fonction de ce qu'il pense, en fonction de son feeling, en fonction de son expérience des fois, au lieu de la data qu'il a sur le dashboard aujourd'hui, est-ce que tu crois qu'on peut changer cette visualisation-là en disant, voilà, la machine, enfin, les données, on dit ça, la machine a eu une sorte de feeling, c'est comme les sentimental analysis qu'on fait de temps en temps, où on se dit, bon, bah voilà, il y a eu tel feeling, il y a eu tel feeling, entre guillemets, voilà, qu'est-ce qu'on peut en sortir, en plus des faits, en plus des chiffres. Mais écoute, moi, je te dirais que au jour d'aujourd'hui, c'est un grand challenge. Ça ne va pas arriver aujourd'hui et ça ne va pas arriver l'année prochaine. Je pense qu'on a fait un big jump depuis la pandémie. Et pourquoi? Parce que on a vraiment quadruplé, même plus, quintuplé the usage, l'usage du site web, enfin de nos activités sur l'Internet. Donc, ça pose vraiment maintenant un problème à beaucoup de business. En tout cas, pas un problème, mais ça leur crée des challenges de comprendre comment ils engagent plus, comment ils convertissent plus, comment ils génèrent plus d'intérêt. Et c'est là où, si tu veux, ces machines ou en tout cas ces plateformes, si tu veux, qui peuvent lire ou qui peuvent nous donner plus d'informations sur les emotional intelligence behavior des clients, de cette information, donc de mieux nous la traduire. C'est pas je pense ou tu penses ou il pense ou le boss pense. C'est ces data-là qui vont être traduites d'un point de vue émotionnel, mais aussi d'un point de vue contextuel, parce que la machine a toujours besoin de nous. Hein. C'est nous qui même si des fois elle fait de la predictive, si tu mets de la data et que tu mets des algorithmes, etc. Parce qu'en fait, c'est quoi un AI? Un AI, c'est un algorithme, c'est des stats. Ouais. Hein. Faut pas, je veux dire, il faut pas sortir de la science-fiction ici. Hein. Donc, faut pas, quand moi j'entends les gens parler AI, machine, emotion, c'est un algorithme. C'est de la statistique. J'ai jamais aimé les statistiques quand j'étais jeune, mais là, je peux voir que le pouvoir de la stat, quand on y est, c'est, tu vois, tu as 4%, c'est un peu le but. Et c'est ça une machine. Et une machine ne peut pas devenir sentimentale, elle peut juste donner un pronostic. C'est comme un pronostic de jeu de demain quand on disait, quand on joue au foot. Mais la différence aujourd'hui, c'est que le management, c'est pas les développeurs, c'est pas les développeurs eux, ils sont déjà éduqués, ils sont déjà en train de faire leur machine, ils ont tout ça. Je vais plutôt dire, on a deux layers ou deux niveaux qui doivent être éduqués par rapport à ça. Le premier layer, ce sont tous les marketeurs ou toutes les personnes, les sales representatives ou account directors, etc., qui sont le mid-management, qui doivent comprendre que cette machine ou que ces algorithmes ou que ces plateformes ne viennent pas changer ne viennent pas enlever un job, mais plutôt les aider à performer. Ça, c'est la chose la plus importante. Et le deuxième layer ou le deuxième niveau, c'est le C-suite management. Eux, c'est encore une catastrophe parce qu'ils ont beau dire, ils ont du charisme, ils te disent là, bla, 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 bla. Enfin, tout le monde bosse avec des big boss, mais quand tu vois le big boss, il n'est pas encore prêt à donner confiance. Il n'arrive même pas à nous faire confiance hein, à ses employés. Tu veux qu'il fasse confiance à une machine? Enfin, il faut être un peu logique et il faut être un peu, tu vois, avec son temps. Donc moi, c'est ce que je disais ce matin dans une discussion avec Suzette Bailey qui est IT.
on a encore du chemin à faire. Je pense que j'attendrai plutôt que le mid-management soit bien scalé, donc dans le sens où ils comprennent un peu cette arrivée de ces plateformes, qu'ils en fassent usage, comme c'est comme le téléphone. Quand tu sais, quand on a eu le téléphone, enfin les téléphones, les iPhones, les Android, etc., il y a 15 ans, c'était pas très populaire. Donc, on va attendre que ça se popularise un peu plus et on va éduquer au fur et à mesure. Et à partir de quand le mid-management va être super éduqué, le C-management n'aura qu'à suivre. Et à partir de là, je pense que c'est ça la révolution 4.0 qui va arriver. C'est pas autrement, ça vient pas du management, du top management, parce qu'ils, même s'ils vont te dire oui, I love it, mais l'opérationnel, le transactionnel, ils savent pas faire, ils savent pas comment ça va changer le daily task de tout le monde. Et c'est ça ce qui est important. C'est comment ça va changer ton métier, comment ça va changer le métier de chaque personne qui est dans cette pièce-là, comment vous allez intégrer ces plateformes-là à votre quotidien. Une fois que vous le savez, vous avez envie de le faire, là, l'entreprise commence vraiment à se transformer. Effectivement. Tu as parlé d'un point très intéressant qui était le fait que les gens, enfin certaines personnes ont la crainte que la machine, que l'intelligence artificielle de manière générale prenne leur job et qui n'ait plus de job. Alors que le point ici, c'est vraiment on vient pour compléter le job ou pour faciliter le job à la limite, pour enlever toute la partie récursive que l'humain fait et que la machine, au final, peut faire via un algorithme, que peut prédire via un algorithme. Donc, en fait, la machine est censée être là pour faciliter la tâche humaine, plus que le remplacer. Même si on l'a très bien vu pendant les 10-20 dernières années, beaucoup de nouvelles positions se sont ouvertes grâce à la machine. Beaucoup de positions ont disparu à cause de la machine. Après, je ne sais pas quel est le positif, quel est le négatif là-dedans, mais il y a eu du changement. Pour le moment, à mon avis, c'est un changement positif. Qu'en penses-tu? Écoute, si on reprend le rapport de McKinsey qui a été fait, je crois, en 2018 ou 2019 sur The Workplace avec la transformation du AI, ils te disent qu'il y a 800 millions de jobs dans le monde qui vont être supprimés quand le AI va commencer. Pour moi, c'est très vague. J'ai essayé de chercher un peu plus et bon, ça c'est une autre discussion quand ils sortent leur rapport. Et en contrepartie, ils te disent pratiquement 400 à 600 autres jobs qui vont être créés par rapport à la machine, toujours en AI. Donc il y a un manque à pouvoir de 200 millions, on est d'accord. Ces chiffres-là, je suis assez sceptique. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on regarde toute la chaîne? Parce qu'aujourd'hui, quand les gens parlent de AI et tout ce qui s'ensuit, ce sont des machines. On ne parle pas du robot, on ne parle pas du virtuel. Enfin bref, on essaie de le garder comme de la science-fiction. Et ce n'est pas de la science. Moi, j'adore la science-fiction. J'aurais voulu que mes films science-fiction deviennent réalité. Ce n'est pas le cas. Hein. Et ça ne va pas être le cas, je te promets, mais pas encore. En tout cas, peut-être pour les 100 prochaines années, je ne suis même pas encore là. Par contre, ce qui me dérange, c'est que quand on essaie de créer si tu veux, un fog ou comment dirais-je un fog en français, ça devient une couche de nonsense. Pourquoi? Parce que ça me rappelle, j'y étais pas encore, hein, je suis pas un dinosaure, mais au 19e siècle, quand la révolution, tu vois, en Angleterre a commencé du manufacturing, les gens avaient la même réaction quand les machines ont commencé. Oui, ça va nous enlever notre job, tu vois, genre, on pourra plus faire ça. Le tracteur, quand il est arrivé, les fermiers, c'était l'horreur. Dans les usines, c'était l'horreur. Même la voiture. Les coachs, les coachs qui avaient les chevaux, ils ont dit c'est de la révolution, c'est diabolique, ça va nous changer. Bah, regarde, aujourd'hui, on est monté sur la Lune. C'est pas si diabolique que ça. Enfin, je veux dire, ça n'a fait que améliorer notre mode de vie. Aujourd'hui, Hugo, pour te répondre, oui, Netflix a commencé à take the lead, en tout cas, parce qu'elle ne fait pas faire à sa machine, ou en tout cas à la data qu'ils ont, ils essaient vraiment de créer ou de comprendre certaines patterns, ou certains styles, certaines choses, ce qui est assez prometteur dans le secteur de l'entertainment, en tout cas, parce qu'en général, si tu veux... ceux qui prenaient le lead, c'était le gaming, le secteur du gaming. C'est toujours eux qui venaient, qui donnaient les grandes lignes et qui ont joué sur la data, qui ont bien compris le personnage du gamer, etc. Et ils ont commencé à faire ça. Donc, quand tu le vois,
Moi, aujourd'hui, par exemple, je le vois chez Sony, chez enfin, tous les grands trucs, chez Fortnite et tout ce qui s'ensuit. Je connais pas les noms, mais je connais juste les grands jeux. Pourquoi? Parce que d'un point de vue data, et c'est une niche, hein, donc c'est vraiment une niche. C'est pas tout le monde qui joue, mais en tout cas, ils ont compris le système. C'est qu'aujourd'hui, ils ont pris cette data et d'un point de vue psychologique, ils ont intégré cet emotional aspect, psychological aspect à la data pour pouvoir donner plus envie aux joueurs de rester. Donc, on va parler du VR, par exemple, de virtual reality, donc le immersive, l'hybride quand on joue. Et ça, on va commencer à voir ça dans 3-4 ans, parce que c'est vraiment en train de se développer maintenant. Donc, tu vois comment ils ont pris cet aspect de l'information qu'ils ont, de toute cette data qu'ils ont, et ils ont commencé à en faire des features, des rajouts à leur jeu, pour vraiment inciter plus. Pour revenir à Netflix, c'est le seul dans l'entertainment aujourd'hui que je vois qui fait jouer cette data d'un point de vue psychologique. Pourquoi? Parce qu'il ne se base pas que sur tes propres choix, il fait aussi une certaine sélection qui fait des corrélations. Alors qu'avant, on ne fait pas de corrélation. YouTube, c'est un peu la base. Hein. Et je le compare par rapport à YouTube. YouTube, tu regardes un truc, il va te montrer que des trucs qui, si je cherche des trucs, des séries coréennes, il va me sortir toutes les séries coréennes. Si je regarde par exemple des trucs chinois, il va me sortir que des chinois. Et c'est véridique parce que je le fais. Je regarde un peu de tout. Je regarde du Bollywood, du Nollywood, du telenovela. Mais aujourd'hui, quand je regarde YouTube et que je regarde Netflix, je compare ces deux et pourtant YouTube est stronger, il est bigger, c'est le deuxième moteur de recherche. Donc ça te dit combien de temps, ça fait 10 ans qu'ils ont cette data, ils en font pas autant qu'on devrait le faire. Et tu vois Netflix à côté, les mecs, ils sont tranquilles, ils ont des développeurs, ils écoutent leurs développeurs, ils écoutent leur team parce qu'ils leur disent faites une corrélation. Prends-moi, elle a regardé un chinois, elle a regardé un coréen, elle a regardé un Hollywood, elle a regardé, propose-lui de l'italien. Faites l'exercice vous-même. Allez-y, regardez. Moi, je vous donne juste mon expérience et avoir parlé des gens de Netflix la dernière fois. Et je leur ai dit, ils m'ont dit oui. On a discuté de ça, on a rigolé, on s'est dit, mince, j'ai de l'italien des fois qui me sort, j'ai de l'hébreu qui me sort. Alors, bon, translaté, je parle pas toutes ces langues, sinon je serais un génie. Mais si tu veux en parenthèse, il y a de l'espoir parce qu'il y a vraiment des boîtes qui vraiment comprennent cette importance et qui la mettent en avant. Quand tu vois d'autres, tu te dis, quand tu regardes Microsoft, quand tu regardes YouTube, quand tu regardes tous les moyens qu'ils ont, Amazon, tu te dis, il y a un clic dans le générique, quoi. Genre, il y a un truc qui va pas. Ou ils font pas confiance à leurs équipes, et c'est pour moi plus cet aspect-là que à la machine en elle-même. Donc, encore une fois, l'humain qui choisit, il ne donne pas le choix aux autres. C'est un peu ça. J'espère que ça répond à ta question, Hugo. Ouais. Merci Yasmine pour ça. Ça me fait penser à tous les sujets autour de Product Analytics qu'on observe. Donc, tu as pris l'exemple de Netflix, ça peut être des exemples de logiciels, de comment j'utilise Amazon, de comment j'utilise des solutions logicielles, de e-commerce, etc. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'un des facteurs limitants, c'est la quantité de données analysées et qu'au final, on ne sait plus vraiment regarder qu'est-ce qui a de l'importance, qu'est-ce qui n'a pas de l'importance? Ben, encore une fois, si tu me poses la question, moi je vais te dire que toutes les informations que tu as, toute la data que tu peux récupérer, elle est importante. Il faut juste savoir la lire. Tu sais, c'est comme les livres. Tu vas dans une bibliothèque, tous ces livres-là ont été écrits par des gens. Et ils ont été écrits pour des raisons, pour combler un certain gap dans le knowledge. On est d'accord. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est pour ça que je dis le C-suite et les développeurs, certaines entreprises, elles font des choix. Ah, j'ai besoin de ça, mais j'ai pas besoin de ça. Et derrière le mec, je pense qu'il a rien compris. Je suis désolée, I'm being mean peut-être here, mais c'est factuel parce que si tu as de la data et que tu veux vraiment faire quelque chose, tu vas prendre tous ces détails parce que tous ces détails-là peuvent te donner des patterns que toi, à vue d'œil comme ça, tu comprendras pas. Tu peux faire tu vois, the inclusion. Ils passent leur temps à parler de inclusion, diversity, etc. Si Google voulait vraiment faire quelque chose dans ce sens-là avec YouTube, par exemple, ils auraient pris toute la data, mais je parle pas de millions de data, je parle de milliards de data qu'ils ont raccrochés. Ils auraient fait des corrélations par rapport à des ethnicités, par rapport à des genders, par rapport au choix, par rapport au background, parce qu'ils ont toutes nos informations. Est-ce qu'ils nous ont fait quelque chose? Non, il n'y a rien. Ils n'utilisent ça que pour des aspects politiques ou vraiment de business, vraiment, on va dire, ils ont pris le modèle de, comment il s'appelle déjà?
oh my God, Hal Varren, qui est leur économiste à Google, Val Harren, qui a produit ce fameux Google Display pour que tu payes Google, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas sortis de là. Genre, c'est comme si que tu vois, genre, on leur a donné un moteur à l'époque de Ford et ils sont restés dans la même coquille. Ils n'ont pas réussi à faire une Tesla, quoi. Donc, si tu veux en parenthèse, oui, il y a un problème ici. On ne prend pas tout et on ne sait pas quoi utiliser. Parce que quand on sait qu'est-ce qu'on cherche, quand on se donne les moyens et quand on veut vraiment le faire, tu peux voir des miracles. Super, merci, Avec merci Yasmina. plaisir. Très intéressant. Merci. D'autres Bonjour questions? Yasmina. Oui. Oui, j'aurais une question. Au tout début, vous aviez parlé justement d'un statu quo en fait de la part des décisions de certaines entreprises sur l'utilisation des données et qu'ils avaient ce biais en fait toujours de la réflexion humaine et de ne pas s'appuyer sur leurs données. Comment concrètement est-ce qu'on peut mettre en place des actions ou en tout cas essayer de faire changer cette inertie au niveau de la décision dans ces entreprises? Écoute, moi, je dirais, on a peut-être deux façons de la faire changer. La première, c'est déjà de faire imposer au niveau du curriculum éducatif l'inclusion de la AI. Parce que ce n'est pas seulement mon job, le tien, Rémi, celui de Hugo, ou de Christelle, ou de Selma, ou de Laetitia qui sont ici, de pouvoir vouloir le changer. On ne peut pas changer, on pourra changer que, si tu veux, une goutte dans l'océan. Mais cet océan, c'est qui? C'est la nouvelle génération qui arrive. C'est tous ces New Generation Z qui arrivent et qui, eux, ils doivent comprendre comment la manipuler mieux que nous. C'est un peu comme un permis de conduire, tu vois. Avant, quand Ford il avait les premières voitures, il n'y avait pas de permis de conduire. Donc tout le monde conduisait comme il avait envie. Et chacun faisait à sa sauce. Et c'est pas ce qu'on a envie. Donc pour répondre un peu à ta question, je dirais plutôt changeons le système éducatif, changeons la façon dont nous traitons l'artificielle intelligence, la data dans nos vies quotidiennes avec l'éducation des enfants. Parce qu'après, si tu grandis avec quelque chose, donc tu sais que tu dois passer un permis. Et donc là, par exemple, si tu veux faire un degree ou un master ou whatever, tu vois, dans ton cursus de sales ou d'ingénieur, etc., il y a des modules qui sont avec l'artificielle intelligence ou avec la data. Et donc là, c'est obligatoire. Donc quand on arrive au bureau et quand on arrive dans l'environnement de l'emploi, on est obligé de prendre ça aussi en considération. Ça devient plus je veux changer, ça devient une nécessité de changer. Et c'est plus facile pour tout le monde. Puisqu'aujourd'hui, ça devient, on va plus ou moins, ça commence à devenir une monnaie courante. Et les gens qui l'utilisent aujourd'hui, qui te parlent de toutes les plateformes qu'ils utilisent, on a l'impression que c'est un peu les mecs trendy, ou en tout cas, ouais, j'y suis, I'm an early adopter, etc. Et les boîtes, quand elles sont là, t'as envie de leur dire, non mais ça fait 50 ans qu'on fait ça, ça fait 50 ans qu'il y a des machines. Donc, qu'est-ce que tu me racontes à me dire, oui, tu vois, genre, parce que t'as découvert, non, t'as pas découvert la Lune. Enfin, la Lune, elle est toujours là. C'est juste qu'il faut rajouter la Lune dans le cursus pour que les gens la voient comme tout le monde la voit. I hope that answers your question. Oui, oui. Bon. Une autre question peut-être? Faut pas être timide. Je sais pas, je vois des questions dans le chat peut-être, non? Non, c'était plus par rapport à l'enregistrement, par rapport à ce que D'accord. tu dis, Yasmina. Bon. Ben, je vois que je reviens dans 10 ans, on en reparle encore. Peut-être là, on sera un dîner. Il y aura peut-être un changement. C'est ça. J'ai l'impression que tu vois, genre, c'est comme les cours de cuisine. Je suis arrivée le premier jour, je connaissais pas les ingrédients. Là, il faut que je revienne dans 10 ans. Là, j'aurais maîtrisé la cuisine, j'aurais maîtrisé les ingrédients, le type de couteau. Et là, on pourra faire un cooking class. C'est ça? C'est parti, on se donne rendez-vous dans 10 ans, allez. Voilà. Non, mais je veux dire, encore une fois, je pense que ce qui est important de voir, c'est de pas tomber dans le... Enfin, je sais pas, je dis tomber dans le panneau, mais pour moi, ça devient un peu frustrant d'entendre data analytic, data and business intelligence. Tous ces mots intelligents, des singes intelligents, c'est pas mon truc et je le dis assez ouvertement. Je me dis que c'est important de dire les choses, de les expliquer, de les simplifier, parce que plus on complique les choses, plus ça veut dire qu'on n'a rien compris dans l'histoire.
Et après 20 ans d'expérience, je peux vous dire que, et j'en ai fait des ennemis sur la route, mais qui sont devenus amis après, dans le sens où on arrive dans des meetings où les gens te parlent et ils sont là, et puis quand tu commences à fouiner, on gratte et on trouve pas grand-chose. Et c'est là où il y a un problème. Donc si on a envie de faire le buzz, on fait le buzz à quelque chose qui make sense, qui vraiment donne envie pour simplifier les choses. Aujourd'hui, j'étais en train d'en parler à Selma, je crois, il y a quelques semaines. Je regarde tous ces rapports qui sont publiés par McKinsey, par l'Institute of Marketing, of Digital Marketing, etc. Et en fait, ils sont tous biaisés à un certain moment. Moi, par exemple, je me suis dit, j'ai du temps libre pendant le week-end, j'ai vraiment envie de faire un vrai rapport qui va interviewer toutes ces nouvelles plateformes, mais aussi interviewer tout le monde pour pouvoir avoir vraiment une vision très simpliste, très, très claire. On n'essaie pas de vendre la science-fiction, on n'essaie pas de vendre, tu vois, de l'imaginaire ou de la peur. On essaie de concrétiser les choses. Et parmi ces choses-là, c'est pourquoi on ne rajoute pas, par exemple, dans le système éducatif, ces modules-là, cette nécessité de le comprendre. Pourquoi les entreprises, elles ont toutes comment dirais-je, des learning and development programmes, donc dans les HR. Pourquoi on ne rajoute pas ça pour upskiller les gens? Au lieu de leur faire peur qu'il y a une machine ou qu'il y a des choses, pourquoi est-ce qu'on ne rajoute pas aussi ça dans les training modules? Parce que ça aussi, c'est très important. Personne n'en parle. Personne ne parle du upskilling des gens, de les mettre à jour. Ils te disent, tu sais quoi, on va acheter cette nouvelle plateforme, tu te débrouilles avec. Non. Et c'est important de bien maîtriser, de bien la plugger. C'est comme si, tu vois, on faisait un Lego. Si tu mets une pièce qui est de travers, ton Lego ne tient pas. Donc, c'est un peu le, si vous voulez, le contexte dans lequel aujourd'hui on est. Ça donne à réfléchir, honnêtement, Yasmina. C'est un sujet qui est très vague. On n'a pas de réponse aujourd'hui. On a beaucoup de conseils à donner en espérant les appliquer. Dis-moi, Hugo. Moi, j'ai encore une question, Yasmina, vu que je peux me permettre. On a beaucoup parlé de grandes sociétés, d'intelligence artificielle. Je sais que tu as travaillé également avec pas mal de startups. Est-ce que tu peux juste nous dire un petit peu ton expérience en travaillant avec des startups, justement sur les sujets data et sur les sujets derrière comment s'en servir pour alimenter la croissance, tous les sujets growth, sachant que là, on parle de beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de data. Est-ce que tu as je sais pas, un peu ton expérience, des choses un peu pratiques sur lesquelles tu es orienté pour utiliser cette data pour prendre des décisions? Bien sûr. Écoute, alors la première des choses que les startups ont comme problématique, elles n'ont pas de data. Parce qu'elles arrivent et elles te disent, le start-upper te dit, j'ai un super software ou un produit, etc., qui vient ou révolutionner ou qui vient concurrencer. Donc, ils n'ont pas de data en eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas de site web, ils n'ont pas d'informations propres à leur service. Donc c'est ça, c'est une problématique. Donc il n'y a rien sur quoi se baser. La seule chose qu'on peut faire, c'est des corrélations. On reprend, si on vient faire de la concurrence à quelqu'un. Donc là, par exemple, je travaille avec une start-up de software de sécurité et on a commencé à faire de la corrélation. Donc on a fait une étude de marché, mais pas l'étude de marché, les pricing, etc. C'est les offres dans le software en lui-même. Qu'est-ce qu'il est venu régler pour telle niche, etc. Donc, on est parti un peu plus dans le détail pour pouvoir mieux comprendre. Donc, on avait un peu, si tu veux, un benchmark dans ce sens-là. Et on a essayé de faire des surveys. Un survey, mais dans le sens où on a interviewé même pas des potentiels clients, mais des gens dans le IT, security, etc. à travers tout ça. Pourquoi? Parce que quand tu manques d'informations, moi, je ne suis pas du genre à te dire, ouais, vas-y, balance, il n'y a pas de problème, on va voir, il y a la chance. Certes, il y a 50% de chance, mais il y a 50% de travail. Et ce travail-là, il faut que au moins tu t'assures pour savoir que ce que tu dis ou ce que tu vas faire ou ce que tu vas mettre make sense. La deuxième des choses qu'on a aussi faites, c'est on a fait une recherche sur tous les autres cyber security, cyber fraud, etc., plateformes d'un point de vue de réseaux sociaux. Quel type de contenu, quel type d'information, quel type de réaction, quel type de plateforme ils utilisaient le plus, etc. Et c'est là où on a un peu extrait cette information pour donner, on va dire, un landscape, un minimum, un squelette d'informations. Tu ne peux pas démarrer sans info. Tu l'aurais fait il y a 20 ans, je t'aurais dit, ouais, vas-y, il n'y a pas de souci parce que ce n'était pas aussi organisé. Là, aujourd'hui, il y a tellement de startups, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde que si tu commences, tu vas te casser la gueule dans 2 ans.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les recherches, tous les incubateurs te le disent. Et je travaille avec des incubateurs un peu partout, et c'est la même problématique. Les gens arrivent avec la super idée du siècle, super, mais elle n'est pas backée par aucune information, par aucune data. Tu veux démarrer où? Tu veux te situer où? Tu veux te donner un objectif jusqu'où? Donc, par rapport aux autres, tu as fait quoi? Combien? Donc, c'est un peu pour te mettre dans un contexte. Donc, je dirais que c'est vraiment une problématique principale. Chercher de la data, ça prend du temps. Donc, beaucoup de start-upers ne commencent pas par ça, commencent par leurs produits, ce qui est bien, et restent à développer leurs produits au lieu de regarder ce que les autres ont fait dans le marché pour pouvoir. Des fois, il y a des développeurs qui vont un peu trop dans le détail alors qu'on n'a pas besoin d'autant, tu vois. Dans l'ingénierie, etc., on a juste besoin d'un truc simple pour pouvoir, ou des fois à un meilleur prix. Et je te donne un exemple bête, c'est les grandes corporates, enfin EasyJet, c'était une petite boîte, hein. EasyJet a été racheté par British Airways. EasyJet, elle n'est pas venue concurrencer British Airways. C'est une petite boîte, ils avaient quoi, je crois, 20 leasing avions, et eux, c'était comme Ryanair, c'est le cheaper, tu vois, les cheap tickets, et tu prends. On est d'accord. Aujourd'hui, viens refaire le même exercice avec une autre. On se casse la gueule si on ne sait pas quelles sont les niches. Parce que même maintenant, on ne parle plus de marché. Il faut parler de niche. Il y a tellement de choses. Il y a tellement partout. On est, comment dire, overwhelmed. Il y a tellement trop partout qu'on ne sait plus où donner de la tête. C'est comme quand tu vas au supermarché, tu as 1 milliard de produits. Quand tu vas dans les pâtes, moi, je sais que j'en ai pâtes, je sais pas quoi, pâtes vegan, pâtes gluten, pâtes avec du blé, pâtes sans blé. Enfin bref, tu as tout un rayon. On est d'accord. Donc, ton choix en tant que consumer, si tu m'en rajoutes un, tu vas juste te noyer. Et c'est là où la data est importante, non pas seulement dans le fait que tu vas lancer, mais dans la sustainability. Je ne sais pas comment on dit en sustainability, donc là, si quelqu'un peut chimer et nous dire en français, mais pour la continuité, pour s'assurer que ça continue. Parce qu'une startup, c'est génial, ça va démarrer, tu pourras avoir un client, 2 clients, mais après, il faut te construire une base de données. Et c'est à partir de la 2e année, quand tu as vraiment quelque chose de sérieux, avec une vraie base de données, d'informations que tu commences à collecter, à travailler, à voir qu'est-ce que tes clients aiment, que tu vas développer ton produit par rapport à ça. La majorité des startups, elles développent un produit et elles le développent par rapport à eux. Elles ne regardent pas ce qui se passe ou qu'est-ce que les gens demandent, et elles vont développer des trucs qui n'ont rien à voir. Et les gens vont me dire hey, mais moi, je m'attendais à trop de choses. Pourquoi ils n'ont pas pu simplifier ça et pourquoi ils ont rajouté ça? On y est tous, on est d'accord. C'est comme l'iPhone. L'iPhone, je ne sais plus combien, je ne suis plus moi les trucs. Ils ont rajouté des caméras. Je ne suis pas caméraman. Je veux dire, je ne suis pas photographe. J'aurais préféré qu'ils travaillent plus, par exemple, pour moi, sur leur processeur, qui soit un peu plus rapide. Là, et des fois, ils rament sur le nombre de messages ou d'applications que je peux avoir ouvertes au même moment sans avoir la batterie. Eux, ils ont passé à quoi? À la photographie. Tu crois vraiment que Apple, ils ont cherché à vraiment comprendre leurs consumers? Ça prouve que du bas en haut, la data, c'est une histoire très vague chez tout le monde. Oui, malheureusement. mais on y vient. J'ai l'impression qu'on y vient. Enfin, il y a beaucoup, de plus en plus de sujets là-dessus. Il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Ça devient plus courant. Je dirais pas que c'est une monnaie courante en ce moment, mais ça devient plus courant. Ça peut être un bon début. Au moins pour ceux qui veulent construire un nouveau business model, qui réfléchissent mieux à leur business model. Absolument. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des commentaires ou juste un feedback? Ou juste dire coucou, hein, vous savez, je ne mords pas, je ne mange pas, enfin, c'est pas encore l'heure. Bon. Ben, on a un crowd qui est une audience très sympa, très gentille. Et il faudrait que je vous réinvite à toutes mes Zooms. Hein. Dis donc, vous êtes trop sympa, trop calme. N'hésitez pas à ajouter Yasmina sur LinkedIn. Elle est très active. Vous avez beaucoup de contenu dessus. Donc, voilà. Ben écoute, merci beaucoup Selma pour cette invitation. Là, je crois qu'on est à 1 minute de la fin. Merci beaucoup à tout le monde pour m'avoir écouté. Hein. Je sais que je parle beaucoup, mais c'est sympa quand même d'avoir une audience qui t'écoute et qui participe avec toi. Merci pour toutes les questions qui ont été posées. Je reste sur une note positive pour la fin du meeting pour dire que la data a un avenir. Et je pense qu'elle a un avenir encore plus puissant que celui de la crypto.
Donc, si vous êtes cryptocurrency, on va dire addict, ou vous pensez que, tu vois, Tesla n'avait pas de l'avenir, je pense que la data a plus d'avenir que Tesla et le voyage sur Mars. Donc, gardez un œil sur ça. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup Yasmina. À très bientôt sur d'autres événements, j'espère. Merci à tous les participants aussi. À très bientôt aussi. Il y aura un enregistrement qui vous sera envoyé au plus tard demain soir. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Bah, écoute, je sais pas, il y a un message, c'est ça, pour mettre en relation. Bah, écoutez, je suis sur LinkedIn. Je n'ai pas de pseudo, c'est Yasmina Kazitani. Vous me cherchez, vous allez me trouver. Ma photo est plus jolie que moi, donc en réel. Hein, donc, vous pouvez vous connecter avec grand plaisir. Du coup, comme dirait Selma, je poste énormément. Je travaille sur plusieurs industries, donc vous allez trouver du chaotique chez moi. Vous n'allez pas pouvoir trouver beaucoup de data parce que malheureusement, les gens avec qui on travaille, il faut les éduquer. Donc, je fais ça dans des Zooms, dans des calls, etc. Donc, avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à Selma de nous avoir réunis aujourd'hui et au plaisir de vous voir tous ensemble. Oui, oui, c'est bien moi, MB. Oui, oui, c'est bien moi. C'est bien moi. Sur le lien. Je viens de le voir passer. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne fin de week-end. À toi, Selma. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.